Cette veille de Noël, le froid mordant de l'Ohio s'infiltrait à travers ma fine veste alors que je me tenais devant la porte en chêne verni. Le téléphone dans ma main était encore chaud de l'appel bref de mon grand-père. « Dorian, viens tout de suite. Je suis dans la nouvelle maison de tes parents, » avait-il dit, sa voix débordant de joie, comme s'il attendait de partager un merveilleux secret. Grand-père Will, un homme d'affaires prospère, toujours occupé par son entreprise de construction à Chicago, avait rarement le temps de nous rendre visite. La seule pensée de le voir me fit sourire malgré le froid glacial de la nuit d'hiver. J'ai poussé la porte et immédiatement, la chaleur de la cheminée et l'arôme savoureux de la viande rôtie m'ont enveloppé. Grand-père était assis en bout de table, ses yeux pétillants comme des étoiles quand il m'a vu. Il s'est levé et m'a serré fort dans ses bras, son parfum boisé familier me faisant oublier toute ma fatigue en un instant. « Dorian, aimes-tu cette maison ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de fierté, comme s'il venait de me remettre un trésor inestimable. « Oui, c'est une belle maison, grand-père » ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. « Mais c'est la maison de mes parents. » Un moment de silence assourdissant a suivi. Le visage de grand-père s'est raidi, ses yeux s'écarquillant alors qu'il passait de moi à mon père, Grégory, puis à ma belle-mère, Suzanne, assise de l'autre côté de la table. Mon père, qui maintenait toujours un calme apparent, est soudain devenu pâle, sa main tremblant en tenant son verre de vin. Suzanne a toussé, forçant un sourire étrange, mais ses yeux brillaient de panique. « La maison de tes parents » a répété grand-père, sa voix baissant, aussi froide et aiguë que le vent de la nuit dehors. « Dorian, explique-toi. » Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais un sentiment de malaise m'a envahi. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, attendant une explication, mais il a seulement baissé la tête, évitant mon regard. Suzanne est rapidement intervenue, sa voix tremblante. « Will, il doit y avoir un malentendu. C'est la maison de la famille. » Mais grand-père ne l'a pas regardé. Il m'a regardé, et à ce moment-là, j'ai su qu'un terrible secret était sur le point d'être révélé. « Bonjour, je m'appelle Dorian Marston. L'histoire que je vais vous raconter parle des années que j'ai vécues dans l'ombre de l'injustice, mis à l'écart par ma propre famille. Si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'aviez votre place nulle part, comme si vous étiez traité en étranger, alors peut-être me comprendrez-vous. Mais même si ce n'est pas le cas, je veux quand même que vous entendiez cette histoire. Une histoire sur un garçon qui a grandi avec un cœur plein de cicatrices et comment il a trouvé la lumière au milieu des ténèbres. Je suis né dans une petite ville de banlieue de l'Ohio où les rues étaient bordées de feuilles dorées à l'automne et où tout le monde se connaissait comme une famille. Mais ma famille était différente des autres. Ma mère, Diana, est décédée peu de temps après ma naissance à la suite de complications médicales que je ne comprends toujours pas entièrement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était la seule lumière que je n'ai jamais pu rencontrer. Mon père, Grégory Marston, était un homme sévère qui a toujours gardé ses distances avec moi, comme si mon existence était un rappel de la douleur qu'il voulait oublier. Quand j'avais 3 ans, mon père s'est remarié avec Suzanne, une femme au sourire froid et aux yeux calculateurs. Ils ont eu un fils ensemble, Benjamin, ou Ben comme tout le monde l'appelait. Ben était le centre de leur monde. Pour mon père, Ben était la fierté et l'avenir de la famille Marston. Pour Suzanne, Ben était tout ce pour quoi elle vivait, à protéger et à gâter. Et moi, j'étais le beau-fils, l'enfant non désiré, l'ombre pâle dans la maison que j'appelais mon foyer. Dès mon plus jeune âge, j'ai senti la différence. Quand j'avais 5 ans, je me souviens d'être assis dans le coin du salon à regarder Ben recevoir une voiture télécommandée, le genre de jouet dont tous les enfants rêvaient. J'ai eu une voiture en plastique d'occasion avec des roues ébréchées, que mon père a jugée suffisante pour moi. Ben a besoin de choses neuves pour développer son intellect, a dit Suzanne, comme si je ne méritais rien de mieux. Quand j'obtenais de bonnes notes à l'école, mon père se contentait de hocher la tête et de dire « pas mal, mais ne te repose pas sur tes lauriers ». Pendant ce temps, si Ben obtenait un C, toute la maison célébrait comme s'il avait gagné un prix Nobel. Je n'étais pas un enfant jaloux. Honnêtement, je voulais juste être aimé, être reconnu, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais au fil des jours, j'ai réalisé qu'aux yeux de mon père et de Suzanne, je n'étais jamais assez bon. Suzanne disait des choses comme « Dorian, pourquoi n'essaies-tu pas d'être plus comme Ben ?» ou « Tu devrais être reconnaissant de vivre dans cette maison. » Ces mots, aussi doucement prononcés soient-ils, me coupaient comme des couteaux. J'ai commencé à me demander, étais-je vraiment un fardeau? Étais-je vraiment indigne d'amour? Notre famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas riches non plus.
Mon père travaillait comme directeur dans une compagnie d'assurance locale tandis que Suzanne restait à la maison en tant que femme au foyer, s'occupant de Ben comme s'il était un petit roi. Je n'avais pas le droit de me plaindre car mon père me rappelait toujours que j'avais de la chance d'avoir un toit sur la tête. Mais ce toit ne m'a jamais vraiment semblé être le mien. Ma chambre était un petit grenier avec un vieux lit qui grinçait et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Pendant ce temps, Ben avait une chambre spacieuse remplie de jouets et d'affiches de groupes célèbres. Une fois, j'ai demandé à mon père pourquoi je ne pouvais pas avoir une chambre en bas comme Ben et il a répondu sèchement, n'en demande pas trop, Dorian. Connais ta place. J'ai grandi avec des mots comme cela, des rappels que je n'étais pas important dans cette famille. Mais je ne me suis pas laissé sombrer dans le chagrin. J'ai appris à sourire, à faire semblant que tout allait bien. Même si une tempête faisait rage en moi, je me disais qu'un jour j'échapperais à l'ombre de cette famille et que je prouverais que je n'étais pas la personne inutile qu'ils pensaient que j'étais. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec des notes correctes, bien que personne à la maison ne les remarquait. Je rêvais d'aller à l'université, de devenir ingénieur, ou de faire quelque chose pour rendre grand-père, la seule personne qui se souciait vraiment de moi, fier. Mais ce rêve a été rapidement anéanti. Un soir, alors que je demandais à mon père des informations sur les bourses ou les prêts pour l'université, il m'a regardé avec des yeux froids. « Dorian, nous n'avons pas assez d'argent », a-t-il dit. « Ben doit être prioritaire. Il a un grand potentiel et nous devons investir en lui. » Je suis resté là, stupéfait, sentant le monde s'effondrer sous moi. Ben, le frère qui ne faisait que jouer aux jeux vidéo et traîner avec ses amis, était celui qui avait été choisi pour réaliser son potentiel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête et j'ai quitté la pièce. Cette nuit-là, allongé sur mon vieux lit qui grinçait, fixant le plafond fissuré, je me suis promis de m'en sortir seul. Si mes parents ne croyaient pas en moi, je croirais en moi-même. J'ai commencé à travailler dans un Walmart en ville, d'abord comme caissier, puis comme magasinier. Le travail n'était pas facile. De longues nuits de travail, travailler pendant les vacances et gérer des clients difficiles m'ont épuisé. Mais je ne me suis pas plaint. Chaque dollar que je gagnais était un petit pas vers l'évasion de ma famille. J'ai loué un petit appartement délabré avec des murs tachés et un robinet qui fuyait, mais au moins c'était le mien. Je n'avais plus à entendre les remarques désobligeantes de Suzanne ou à voir les regards déçus de mon père. Pendant ce temps, Ben était entièrement soutenu par nos parents. Il fréquentait une prestigieuse école privée, conduisait une voiture neuve que notre père avait achetée, et n'avait jamais à lever le petit doigt. Une fois, Suzanne est venue au magasin où je travaillais, m'a vu derrière le comptoir et a souri en coin. « Dorian, c'est ce que tu fais. Quel dommage. Ben n'aura jamais à faire un travail aussi subalterne. » J'ai serré les dents, forçant un sourire, mais à l'intérieur, je voulais crier « Pourquoi ? Pourquoi n'étais-je pas digne des mêmes opportunités que Ben ?» Ces années-là, j'ai vécu dans la solitude. Je n'avais pas beaucoup d'amis car je passais la plupart de mon temps à travailler et à économiser de l'argent. Mais je n'étais pas entièrement seul. Grand-père Will était le seul point lumineux dans ma vie. Il vivait à Chicago et dirigeait une grande entreprise de construction. C'était un homme de travail. De temps en temps, quand il avait le temps, il m'appelait. Ses appels étaient ma bouée de sauvetage. Il parlait de ses projets, me demandait des nouvelles de ma vie, et disait toujours « Dorian, tu es un jeune homme fort. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Je ne lui ai jamais dit comment mon père et Suzanne me traitaient. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Et une partie de moi craignait que si je parlais, il me trouverait faible. Grand-père était le seul à me parler de ma mère. Il disait que Diana était une femme douce qui aimait les livres et rêvait d'un monde juste. Il se reprochait de ne pas avoir été là quand elle m'a mis au monde, car le travail l'avait retenu. Si j'avais été là, les choses auraient pu être différentes, disait-il, la voix étranglée. Je ne lui en voulais pas. Je souhaitais seulement avoir pu la rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, pour savoir que j'avais été aimé. Au fil des années, je me suis habitué à ma vie indépendante. J'ai appris à réparer la plomberie de mon appartement, à cuisiner des repas simples et à empêcher mon cœur de se briser davantage. Mais au fond de moi, il y avait toujours un vide, le vide d'une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je ne savais pas que pendant que j'essayais de construire ma propre vie, un grand secret était caché par mon père et Suzanne. Un secret qui allait tout changer. Quand j'avais 21 ans, je vivais toujours dans mon minuscule appartement loué dans le sud de la ville,
travaillant de nuit au supermarché. Les matins vides, les repas simples et le sommeil interrompu étaient devenus si routiniers qu'ils ne me semblaient plus inhabituels. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais ma liberté, mon propre espace et une parcelle d'estime de soi que j'avais payée par des années d'endurance silencieuse. Un après-midi de début d'été, alors que je traitais des paiements à la caisse des employés, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Suzanne. Viens à la nouvelle maison ce soir. L'adresse est 1432 Hollow Creek. Petite fête. J'ai lu le message 3 fois, fixant l'écran comme s'il allait s'expliquer de lui-même. Je ne les avais jamais entendus mentionner quoi que ce soit à propos d'un déménagement. Il n'y avait eu aucun indice qu'ils cherchaient une nouvelle maison, et certainement personne ne m'avait demandé si je voulais emménager avec eux. J'ai hésité. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si de rien n'était. Mais j'ai ensuite pensé que c'était peut-être une chance de renouer le contact, même un tout petit peu, même si ce n'était qu'une réunion polie. Je voulais y aller. Peut-être pour les féliciter. Peut-être pour prouver que je n'étais plus le gamin maussade et silencieux que j'étais. J'avais changé et je pensais que peut-être eux aussi. Je me suis arrêté dans une petite boutique d'alcool près du supermarché et j'ai choisi une bouteille de vin rouge abordable, puis je suis passé à la boutique de broderie pour récupérer un mouchoir que j'avais commandé la semaine précédente. Un petit cadeau avec les initiales « Je aime » brodé dessus. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je voulais que le cadeau que j'apportais soit attentionné. La nouvelle maison se trouvait dans un nouveau quartier résidentiel à l'ouest de la ville, un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Alors que ma voiture tournait dans une rue bordée d'érables nouvellement plantés et de pelouses vertes manucurées, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Des maisons jumelées de 2 étages avec des portes en bois, des toits en tuiles grises et des marches en briques rouges. Tout dégageait un sentiment d'abondance et d'ordre que je n'avais jamais ressenti dans notre ancienne maison. Je me suis garé devant la maison avec l'adresse que Suzanne avait envoyée. C'était une maison de couleur crème avec une cour avant en pierre, un large porche et des fenêtres cintrées donnant sur un jardin. Je suis sorti de la voiture, tenant la bouteille de vin dans le cadeau, et je suis resté immobile quelques secondes devant la porte. Pour une raison quelconque, mon cœur battait la chamade. Pas d'excitation, mais parce qu'un sentiment indescriptible s'agitait en moi, comme si j'étais sur le point d'entrer dans quelque chose qui ne m'appartenait pas. Suzanne a ouvert la porte. Elle portait une robe en soie, son maquillage méticuleusement appliqué. « Oh, Dorian, entre », a-t-elle dit, son sourire aussi fin que la couche de fard à joues sur ses joues. Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. Un salon spacieux avec des parquets brillants, une cheminée en granit, des fauteuils beige et un lustre classique. Des photos de famille étaient déjà accrochées au mur. La photo de mariage de mon père et de Suzanne. Maintenant un trophée sportif. Aucune photo de moi. Je n'étais pas surpris. Mon père était dans la cuisine en train d'ouvrir une bouteille de vin, vêtu d'une chemise blanche, l'air plus détendu que d'habitude. Quand il m'a vu, il a fait un seul signe de tête. « Oh, tu es là. » Rien de plus. J'ai tendu le vin et le cadeau en disant « Félicitations pour la nouvelle maison, papa. » Il les a pris, les a posés sur la table sans les ouvrir, et s'est détourné. La fête ne comprenait que quelques personnes, de nouveaux voisins, un couple plus âgé qui étaient des amis et un collègue de mon père. Ils discutaient vivement du quartier, de la hausse des prix de l'immobilier, de la décoration intérieure et de la piscine qu'ils prévoyaient de construire dans le jardin. Je me suis assis dans un coin, silencieux, en écoutant. Personne n'a demandé d'où je venais. Personne n'a remarqué que je me suis servi de l'eau au lieu du vin. Nous avons dû chercher une éternité pour trouver cette maison, a dit Suzanne à la personne à côté d'elle, sa voix débordant de fierté. Heureusement, nous avons conclu l'affaire juste avant que les prix du marché ne s'envolent. Grégory a un excellent œil pour les maisons. Mon père a hoché la tête, souriant, sans le nier. Je suis resté assis là, essayant de sourire avec eux. Je voulais sincèrement les féliciter, non pas pour la maison, mais parce que je croyais qu'ils avaient enfin trouvé quelque chose qui les rendait heureux. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, je les félicitais d'avoir pris un cadeau qui m'appartenait de droit. Cette nuit-là, quand je suis rentré dans mon appartement loué, j'ai ouvert mon téléphone, avec l'intention d'envoyer un message rapide à grand-père pour prendre de ses nouvelles. Mais j'ai hésité. Il vieillissait et était occupé. Je ne voulais pas le déranger. J'ai posé le téléphone, je me suis allongé sur mon lit et j'ai fixé le plafond qui s'écaillait. Puis je me suis endormi, complètement inconscient de la vérité qui reposait silencieusement sous mes pieds comme une bombe à retardement.
Après le jour où j'ai assisté à la pendaison de crémaillère, tout semblait revenir à son ancien rythme, ou du moins à la routine tiède à laquelle je m'étais habitué depuis longtemps. Personne n'a plus mentionné ce jour-là. Personne n'a demandé ce que je pensais de la nouvelle maison, et bien sûr, personne n'a évoqué la possibilité que j'emménage avec eux. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. À partir de ce moment, pour chaque grande fête, Thanksgiving, Noël, l'anniversaire de Ben, même l'anniversaire de mariage de mon père et de Suzanne, je recevais une invitation à leur maison. Ce n'étaient pas des invitations chaleureuses et sincères, mais des SMS secs. 18h, viens dîner. Ben hâte de te voir. Nous avons des invités. Sois à l'heure. J'y allais non pas parce que je croyais qu'ils avaient changé, mais parce que je ressentais encore le devoir d'un fils. Chaque fois, j'apportais un petit cadeau, soigneusement choisi et emballé à la main. Mais mes cadeaux étaient généralement mis de côté, non ouverts en ma présence, et personne n'offrait un mot de remerciement clair. Et la chose la plus étrange était qu'ils ont commencé à m'inclure dans les photos de famille. La première fois, c'était ce Noël-là. Suzanne m'a appelé en disant « Dorian, rapproche-toi de Ben. On prend une photo de famille. » J'ai été surpris mais je me suis avancé. Mon père se tenait au milieu, son bras autour des épaules de Ben. Je me tenais au bord du cadre, forçant un sourire maladroit. Alors que l'appareil photo cliquait, j'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce de théâtre sans parole, et j'étais le personnage secondaire ajouté pour compléter la distribution. Les fois suivantes, ils ont continué à m'inclure dans les photos. Au début, c'était avec toute la famille. Plus tard, parfois juste avec mon père. Une fois, Suzanne a même posé sa main sur mon épaule, souriant vivement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Avant, j'avais toujours été exclu de moments comme ceux-ci. Les photos accrochées dans l'ancienne maison ne me montraient jamais. Alors pourquoi faisait-il ça maintenant? J'ai demandé une fois, légèrement, après le dîner d'anniversaire de Ben. Pourquoi prenons-nous autant de photos de famille ces derniers temps? Suzanne a ri et a dit, « Oh, on veut juste capturer des souvenirs. Tu fais partie de la famille, toi aussi, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, mais mon cœur était lourd. Je n'étais pas naïf. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus. Je sentais seulement qu'on me menait en bateau, qu'on me forçait à entrer dans un cadre fabriqué auquel je n'avais jamais appartenu, comme si je jouais le rôle du fils aîné harmonieux sur une photo destinée à être exposée, pas comme moi-même. Et puis, à Noël, quand j'avais 23 ans, la vérité a finalement éclaté. Il faisait un froid glacial ce jour-là. Je venais de finir mon service à 16h30, assis dans mon appartement loué, buvant du café, prévoyant d'arriver un peu en retard comme d'habitude. Juste assez pour faire une apparition, manger quelques bouchées, prendre quelques photos et partir tôt. Mon téléphone a sonné. C'était grand-père. « Dorian, viens tout de suite. Je suis dans ta nouvelle maison, 1432 Hollow Creek. Je voulais te faire une surprise. » Je me suis figé. Grand-père était ici, en Ohio. Il quittait rarement Chicago. Son entreprise de construction le retenait toujours. J'ai rapidement enfilé ma veste et je suis sorti en courant. Mon esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il venait? Et pourquoi était-il chez mon père? Quand je suis arrivé, la maison brillait de lumière de Noël. Des couronnes étaient accrochées à la porte, et les lumières scintillantes d'un sapin de Noël brillaient à travers la fenêtre. J'ai frappé, le cœur battant. Suzanne a ouvert la porte, son sourire se raidissant en me voyant. « Dorian, pourquoi es-tu » Elle s'est arrêtée, ses yeux se déplaçant par-dessus mon épaule, et j'ai entendu la voix de grand-père de l'intérieur. « Dorian, entre, mon garçon. » Grand-père se tenait dans le salon, grand et imposant, ses cheveux argentés brillant sous le lustre. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte serrée qui portait à la fois de l'excitation et une pointe de tension. Je voulais surprendre toute la famille, a-t-il dit, regardant autour de lui. Cette maison, n'est-ce pas merveilleux? Es-tu heureux de vivre ici? J'ai hésité, une vague de malaise montant en moi. Je ne vis pas ici, grand-père. Je ne fais que rendre visite. Le visage de grand-père a changé. Son sourire a disparu et ses yeux se sont rétrécis, passant de moi à mon père, Grégory, qui se tenait près de la cheminée, un verre de vin à la main. Suzanne est rapidement intervenue, sa voix mielleuse. « Will,
Il doit y avoir un malentendu. Dorian aime vivre de manière indépendante, n'est-ce pas, chérie? Elle m'a regardé, ses yeux me commandant pratiquement d'acquiescer. Mais grand-père ne l'a pas regardé. Il a fixé son regard sur moi, sa voix baissant. Dorian, dis-moi la vérité. Tu ne vis pas ici. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de toute la pièce peser sur mes épaules. Je vis dans un appartement loué, grand-père, dans le sud de la ville. Je le paie avec mon salaire de supermarché. Silence. Un silence lourd et suffocant, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Mon père a baissé la tête, sa main se resserrant sur son verre. Suzanne a commencé à parler, sa voix tremblante. Will, nous pensions que c'était mieux pour Dorian. Il voulait être indépendant, et Ben a besoin d'espace pour. Assez. Grand-père l'a coupé, sa voix aussi aiguë qu'une lame. Grégory, explique-toi. Il y a 2 ans, je t'ai envoyé 400 000 $ pour acheter une maison de 3 chambres dans ce quartier. Un cadeau pour Dorian, pour lui donner un bon départ. J'ai été clair. La maison était pour Dorian. Alors pourquoi vit-il dans un appartement délabré pendant que toi et ta famille vivaient dans cette même maison? Le visage de mon père est devenu pâle, comme si tout le sang s'était retiré de son corps. Suzanne a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je suis resté là, stupéfait, sentant le sol s'effondrer sous moi. Une maison pour moi. 400 000 $. J'ai regardé grand-père, puis mon père, cherchant une explication, un signe que ce n'était qu'un malentendu. Mais il n'y avait pas de malentendu. Mon père a posé son verre, sa voix tremblante, mais essayant de rester calme. J'ai pensé que la maison serait mieux utilisée par toute la famille. Dorian est indépendant. Il n'a pas besoin d'une grande maison comme celle-ci. Ben est jeune. Il a besoin d'un bon environnement pour grandir, pour étudier. N'a pas besoin. A rugi grand-père, s'approchant de mon père. Tu dis qu'il n'en a pas besoin. Dorian, le petit-fils que je t'ai confié, vit dans un appartement délabré, travaille de nuit pour survivre, pendant que toi et ta femme vivaient dans la maison qui lui était destinée. Que as-tu fait de l'argent que j'ai envoyé? Tu as mis la maison à ton nom, n'est-ce pas? Mon père n'a pas répondu. Il a baissé la tête, ses épaules tremblant. Suzanne, retrouvant sa voix, est intervenue. Will, tu ne comprends pas, Dorian n'est pas mon fils biologique. Ben est l'avenir de cette famille. Dorian. Il ne mérite pas une maison comme celle-ci. Il n'est que... Tais-toi. A crié grand-père, sa voix résonnant si puissamment qu'elle a semblé faire trembler la pièce. Ne mérite pas? Dorian est la chair et le sang de Diana, le fils de ma fille. Il est mon petit-fils, et je t'ai fait confiance, Grégory, pour prendre soin de lui. Mais qu'as-tu fait? Tu as volé le cadeau que je lui destinais. Tu m'as trompé avec ces fausses photos de famille. Il a pointé la photo sur le mur. Celle de toute la famille dans le salon, avec moi maladroitement debout au bord. Je pensais que Dorian vivait heureux ici. J'ai cru aux photos que vous m'avez envoyées, mais il s'avère que tout n'était qu'une mascarade pour cacher votre cupidité. Ma gorge s'est serrée. Les photos, les fois où l'on m'a appelé pour poser, les moments mis en scène que je ne comprenais pas. C'était tout pour tromper grand-père, pour lui faire croire que je faisais partie de cette famille heureuse. J'ai regardé mon père, attendant une explication, des excuses, n'importe quoi. Mais il est resté silencieux, ses yeux évitant les miens. Dorian. Grand-père s'est tourné vers moi, sa voix s'adoucissant mais toujours résolue. Va chercher tes affaires. Tu viens à Chicago avec moi. Cette maison. Je m'assurerai qu'elle t'appartienne comme je l'avais prévu à l'origine. Et toi, Grégory, je parlerai à mon avocat. Tu répondras de ce que tu as fait. Suzanne a éclaté en sanglots, mais je n'ai ressenti aucune pitié pour elle. Mon père a finalement parlé, sa voix. Dorian, je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Le meilleur pour la famille? Ai-je répété, ma voix calme mais froide. Vous ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de cette famille. J'ai passé toute ma vie à essayer de vous rendre fier, mais tout ce que vous avez jamais vu, c'est Ben. Vous m'avez enlevé ma chance, et vous n'avez même pas pris la peine de me dire la vérité. Je me suis détourné, incapable de le regarder plus longtemps.
Grand-père a posé une main sur mon épaule, ses yeux remplis de douleur, mais aussi d'une détermination inébranlable. Allons-y, Dorian. Tu n'as plus besoin de rester ici. Le froid de la nuit de Noël m'a mordu la peau alors que nous sortions de la maison qui était censée être la mienne. La faible lueur des lampadaires illuminait la rue enneigée, et je pouvais sentir ma respiration lourde se mêler à l'air glacial. Grand-père m'a conduit à un VUS noir élégant, garé près du trottoir. Le chauffeur, un homme d'âge mûr en costume impeccable, nous a ouvert la porte. À l'hôtel d'abord, a dit grand-père, sa voix basse mais ferme. Je me suis glissé sur la banquette arrière à côté de lui, ayant l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde auquel je n'avais jamais pensé appartenir. Ça va, Dorian, a demandé grand-père, ses yeux doux mais perçants, comme s'il essayait de lire chaque pensée dans mon esprit. Je ne sais pas, grand-père, ai-je répondu, ma voix. Tout se passe si vite. Je ne comprends toujours pas entièrement. Il a hoché la tête, posant une main sur mon genou. Je sais, mais à partir de maintenant, les choses seront différentes. Tu viendras à Chicago avec moi. Nous recommencerons à zéro, juste nous deux. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de Noël passant en flou comme de faibles étincelles. Chicago, une ville dont je n'avais entendu parler qu'à travers les histoires de grand-père, où il a bâti son empire de la construction à partir de rien. Je n'y étais jamais allé, je n'avais jamais pensé en avoir l'occasion, mais maintenant c'était là que je recommencerais. Une nouvelle vie, une chance d'échapper à l'ombre de mon passé. Le lendemain matin, nous avons pris un vol matinal pour Chicago. J'étais assis près de la fenêtre, contemplant les champs enneigés sans fin en contrebas, ayant l'impression de laisser derrière moi un monde vieux et usé pour un rêve. Grand-père était assis à côté de moi, lisant tranquillement un journal économique. Mais de temps en temps, il me jetait un coup d'œil avec un sourire encourageant. Quand l'avion a atterri à l'aéroport O'Hare, un vent glacial de Chicago nous a accueillis. James, le chauffeur de grand-père, attendait avec le VUS familier. Nous avons traversé les rues animées de la ville où des gratte-ciel s'élevaient au-dessus de nos têtes, leur acier et leur verre brillant sous le soleil d'hiver. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'Ohio, avec ses routes étroites et ses maisons modestes, semblait appartenir à un autre monde. La voiture a tourné dans un quartier résidentiel huppé où les rues étaient pavées de pierres, bordées de chênes centenaires et de vastes demeures. James s'est arrêté devant une grande porte en fer au-delà de laquelle une allée menait à un manoir de 3 étages entouré de pelouses parfaitement entretenues et de rosiers rouges vifs, même au milieu de l'hiver. Ma mâchoire est tombée, incapable de croire mes yeux. « C'est ta maison, grand-père ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Grand-père a ri de bon cœur, me tapant sur l'épaule. « Bienvenue chez moi, Dorian. Et maintenant, c'est aussi chez toi. » Le manoir de grand-père n'était pas seulement une maison. C'était un palais. La porte d'entrée en bois sculpté s'ouvrait sur un grand hall d'entrée avec des sols en marbre, un escalier en colimaçon menant à l'étage et des peintures abstraites qui ornaient les murs. Le salon était 3 fois plus grand que mon appartement loué, avec des baies vitrées donnant sur un jardin arrière, avec une piscine scintillante et un espace barbecue extérieur. L'odeur de pain et de cuir des meubles luxueux me donnait l'impression d'entrer dans un hôtel 5 étoiles. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré, debout au milieu du salon, serrant toujours mon petit sac d'affaires. Tu n'as rien à dire, a répondu grand-père, me conduisant à l'étage. Ta chambre est ici. Il a ouvert la porte d'une chambre spacieuse avec un lit king size, un bureau en noyer et une fenêtre donnant sur le jardin. Un ordinateur portable flambant neuf était posé sur le bureau et un tapis doux et moelleux recouvrait le sol. C'est ici que tu peux recommencer. Sans pression, sans fardeau, juste un nouveau départ. Je me suis assis sur le bord du lit, ayant l'impression de rêver. Quelques heures plus tôt, j'étais dans mon appartement délabré avec un robinet qui fuyait et un plafond qui s'écaillait. Maintenant, j'étais ici, dans une chambre que je n'aurais pas osé imaginer. Mais à côté de l'émerveillement écrasant, il y avait une douleur persistante. La maison dans l'Ohio, la maison qui était censée être la mienne, me semblait toujours une épine dans le cœur. Ce soir-là, grand-père m'a emmené dans un restaurant chic du centre-ville de Chicago. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille, la lumière des bougies vacillant sur la table. Il a commandé une bouteille de vin cher, mais je n'en ai bu qu'une petite gorgée, encore peu habitué à un tel luxe. Dorian, a-t-il commencé, sa voix basse et sérieuse. Il y a des choses dont nous devons parler. À propos de ton père, de la maison et de ce qui s'est passé.
J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. Je savais que cette conversation ne serait pas facile. Il y a 2 ans, j'ai envoyé 400 000 $ à Grégory pour acheter la maison à Hollow Creek. Je voulais que ce soit un cadeau pour toi, une base pour que tu construises ton avenir. J'étais occupé avec l'entreprise, incapable de superviser l'achat moi-même, alors j'ai fait confiance à Grégory pour s'en occuper. Je pensais qu'il suivrait mes souhaits. Il a fait une pause, ses yeux s'assombrissant. Mais j'avais tort. J'ai serré les poings sous la table, essayant de garder ma voix stable. Alors, papa a gardé la maison pour lui. Ce n'est pas tout, a dit grand-père, sa voix épaisse de colère. J'ai envoyé de l'argent à Grégory depuis que tu es enfant, pas seulement pour la maison. J'ai envoyé de l'argent chaque année pour couvrir tes frais de scolarité, tes vêtements, tout ce dont tu avais besoin pour grandir dans les meilleures conditions. Je pensais que Grégory prenait soin de toi comme je le voulais. Mais aujourd'hui, quand je t'ai entendu parler de vivre dans un appartement loué, de travailler de nuit dans un supermarché, j'ai réalisé qu'il avait tout gardé pour lui et sa nouvelle famille. C'était comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Frais de scolarité, vêtements, les choses que je n'avais jamais eues. Toutes ces années à porter des vêtements d'occasion, à manger des nouilles instantanées et à m'épuiser au travail pour joindre les deux bouts. Ça aurait pu être différent. Mon père, l'homme que j'essayais si fort de rendre fier, avait pris non seulement la maison, mais aussi les opportunités que grand-père m'avait destinées. Je n'étais au courant d'aucun de cet argent, ai-je dit, la voix étranglée. Papa ne me l'a jamais dit. Je pensais qu'il n'en avait pas assez, alors je devais me débrouiller seul. Grand-père a frappé sa main sur la table, faisant trembler les verres à vin. Ce salaud, a-t-il grogné, attirant les regards des tables voisines. Je lui ai fait confiance avec toi, pensant qu'il te traiterait bien. Mais il m'a trahi, et il a trahi ta mère, Diana. Entendre le nom de ma mère m'a piqué les yeux. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais à travers les histoires de grand-père, je savais que c'était une femme douce qui voulait une bonne vie pour moi. La pensée que mon père avait volé ce qu'elle et grand-père m'avaient destiné a allumé une fureur que je ne pouvais pas réprimer. Que allez-vous faire, grand-père ? Ai-je demandé, bien que je puisse deviner une partie de la réponse. Je vais poursuivre Grégory en justice, a-t-il dit, sa voix froide comme de la glace. Je m'assurerai que la maison te soit transférée, et je couperai tout soutien financier à son égard. Il ne mérite pas un seul centime. Je suis resté silencieux, fixant la table. Une partie de moi voulait que mon père paie, qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Mais une autre partie, celle qui avait grandi dans la négligence et la douleur, voulait juste laisser tomber. J'étais fatigué de vivre dans le ressentiment. Je ne voulais pas que ma nouvelle vie à Chicago soit entachée de procès et de disputes. Grand-père, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Ne le poursuis pas. Je sais que tu es en colère, et moi aussi. Mais c'est déjà arrivé. Je ne veux pas faire traîner ça. Couper son soutien financier suffit à leur faire réaliser qu'ils ne peuvent pas continuer à profiter de toi. Je veux juste recommencer à zéro ici, avec toi. Grand-père m'a regardé, ses yeux s'adoucissant, bien que je puisse encore y voir de la douleur. Es-tu sûr, Dorian ? Tu as tout à fait le droit de réclamer ce qui t'appartient. Je suis sûr, ai-je répondu. Cette maison, elle n'a plus d'importance. Je veux construire mon avenir, pas vivre pour réparer le passé. Il a hoché la tête lentement, posant une main sur mon épaule. Tu es plus fort que je ne le pensais, Dorian. Ta mère serait fière de toi. Les semaines qui ont suivi à Chicago ont été un voyage émotionnel. J'ai emménagé de façon permanente dans le manoir de grand-père, et chaque jour, j'avais l'impression d'apprendre à revivre à partir de zéro. Grand-père ne m'a pas seulement donné un foyer. Il m'a donné une chance de me redécouvrir. Il m'a emmené visiter son entreprise de construction, un bâtiment moderne du centre-ville de Chicago avec des bureaux lumineux et une équipe d'employés affairés. Il m'a présenté à tout le monde comme le petit-fils de Will Marston. Et pour la première fois, je me suis senti reconnu, considéré comme une personne de valeur. Voudrais-tu essayer de travailler ici ? A-t-il demandé un jour alors que nous surplombions un chantier de construction en banlieue. Tu n'as pas à faire de grandes choses tout de suite. Tu peux commencer par de petits projets. Apprendre au fur et à mesure. J'ai hésité. Je ne m'étais jamais imaginé travailler dans la construction avec ses plans techniques et ses chiffres complexes.
Mais la confiance dans les yeux de grand-père m'a donné envie d'essayer. Je vais essayer, grand-père, ai-je dit. Mais je ne peux pas promettre d'être bon tout de suite. Il a ri de bon cœur. Personne n'est bon dès le début, Dorian. Mais tu as du cœur et de la détermination. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai commencé à travailler dans son entreprise, d'abord comme assistant au département de la planification, organisant des documents et suivant l'avancement des projets. Le travail n'était pas facile, mais chaque jour, j'apprenais à lire des plans, à comprendre les processus de construction, et j'ai même commencé à apporter des idées lors des réunions. Mes collègues, qui au début ne me connaissaient que comme le petit-fils du patron, m'ont progressivement regardé avec respect. Ils m'ont vu travailler dur, rester tard pour terminer les tâches, et refuser de compter sur grand-père pour un traitement de faveur. En dehors du travail, j'ai commencé à explorer Chicago. J'ai parcouru ses rues animées, visité des musées et passé des heures dans des cafés, lisant des livres ou simplement regardant les gens passer. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir le temps de respirer, de rêver, de devenir une meilleure version de moi-même. Bien que la vie à Chicago m'ait donné de l'espoir, les cicatrices de mon passé ne se sont pas effacées facilement. Certaines nuits, je m'allongeais dans le lit confortable de ma nouvelle chambre, mais je rêvais de mon ancien appartement loué, entendant la voix moqueuse de Suzanne ou voyant le regard froid de mon père. Je me demandais si je méritais vraiment cette vie ou si tout n'était qu'un rêve qui allait s'évanouir. Grand-père a remarqué quand je suis devenu silencieux. Un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée, il m'a tendu une vieille photo encadrée. C'était ma mère, Diana, souriant vivement, tenant un petit chien. « Ta mère a toujours voulu que tu sois heureux », a-t-il dit. Je n'ai pas pu être là pour elle quand elle avait le plus besoin de moi. Mais je ne laisserai pas cela se produire avec toi. J'ai tenu le cadre, des larmes coulant silencieusement. J'aurais aimé la rencontrer, ai-je murmuré. Tu lui ressembles plus que tu ne le penses, a-t-il dit. Elle était forte mais douce. Tu as son cœur. Ces mots ont été comme un baume cicatrisant. J'ai commencé à tenir un journal, y consignant mes pensées, mes rêves et même ma douleur. Je ne voulais plus fuir mon passé. Je voulais y faire face, le comprendre, et le laisser me rendre plus fort. Un matin, environ 3 mois après avoir déménagé à Chicago, j'ai reçu une lettre de l'Ohio. L'enveloppe n'avait pas de nom d'expéditeur, mais l'écriture familière m'a serré le cœur. C'était de mon père. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec 2 courtes lignes manuscrites. Dorian, je sais que je n'ai pas le droit d'écrire cette lettre. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai eu tort de garder la maison, de garder l'argent que ton grand-père t'avait envoyé. J'ai laissé la douleur de perdre ta mère me transformer en un père terrible. Je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je le regrette. Suzanne et Ben ont quitté la maison. Je suis en train de te transférer la propriété comme ton grand-père l'avait prévu. J'espère qu'un jour tu pourras me regarder sans y voir de la déception. Grégory. J'ai lu la lettre 3 fois. Mes émotions, un mélange de colère, de douleur et d'un léger sentiment de soulagement. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner. Les années d'abandon, d'être traité comme un étranger, ne pouvaient pas être effacées par une seule lettre. Mais je savais que je ne voulais pas porter de ressentiment pour toujours. J'ai montré la lettre à grand-père. Il l'a lue en silence pendant un long moment, puis a dit, « C'est ta décision, Dorian. Si tu veux prendre la maison, je t'aiderai. Sinon, je respecterai ton choix. » J'ai pensé à la maison de Hollow Creek avec sa pelouse verte et sa cheminée chaleureuse. C'était autrefois mon rêve, mais maintenant je n'en avais plus besoin pour me sentir digne. Je ne veux pas de la maison, grand-père, ai-je dit. Je veux la vendre et utiliser l'argent pour aller à l'université. Je veux devenir ingénieur comme j'en ai toujours rêvé. Grand-père a souri, ses yeux pétillants de fierté. Voilà mon petit-fils. Je me suis inscrit à une université de Chicago, en génie civil. Avec le soutien de grand-père et l'argent de la vente de la maison, j'ai commencé le parcours éducatif que je pensais autrefois impossible. Les premiers jours à l'école n'ont pas été faciles. J'étais plus âgé que la plupart de mes camarades de classe, et les concepts techniques complexes me faisaient veiller tard pour étudier. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que j'avais envie d'arrêter, je pensais à ma mère, à grand-père, et à la promesse que je m'étais faite. Je ne laisserai pas mon passé définir mon avenir. À Chicago, j'ai aussi trouvé de nouveaux amis,
des gens qui ne connaissaient pas mon passé, mais qui m'appréciaient pour qui j'étais. J'ai rejoint un club d'ingénierie où j'ai rencontré Emma, une fille intelligente avec un sourire radieux qui me taquinait sur mon habitude de prendre des notes détaillées. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir une communauté, un endroit où j'avais ma place. Grand-père est resté mon plus grand point d'ancrage. Il n'était pas seulement un guide, mais un ami, me rappelant toujours que j'étais plus fort que je ne le pensais. Certains soirs, nous nous asseyions près de la cheminée, partageant des histoires sur ma mère, sur les jours où il a bâti son entreprise, et sur mes rêves. La maison dans l'Ohio a été vendue et l'argent a été déposé sur mon compte pour les frais de scolarité. Mon père ne m'a plus contacté, et je ne l'ai pas contacté non plus. Peut-être qu'un jour je serai prêt à parler, à pardonner, mais pour l'instant, je voulais me concentrer sur le présent, sur ce que je pouvais construire. 2 années se sont écoulées depuis cette nuit de Noël fatidique où la vérité sur la maison et l'argent de grand-père a été révélée. Chicago est devenue ma maison, non seulement à cause de ses rues animées ou de ses gratte-ciel imposants, mais parce que c'est là que je me suis trouvé. Je suis en 2e année d'université, en génie civil. Et chaque jour, je me sens plus proche de mon rêve de devenir ingénieur, un rêve que mon père a autrefois écrasé sous prétexte de manque d'argent. J'ai trouvé une communauté d'amis, un but clair, et surtout, le sentiment que je mérite ce que j'ai accompli. Mais pendant que je construisais ma nouvelle vie à Chicago, dans l'Ohio, la famille de mon père, Gregory, Suzanne et Ben, s'effondrait. Je ne savais pas grand-chose d'eux au cours des 2 dernières années, à l'exception de quelques rumeurs d'anciennes connaissances en ville. Ils disaient que mon père avait perdu son emploi à la compagnie d'assurance, que Suzanne n'organisait plus de fêtes somptueuses, et que Ben, la fierté de la famille Marston, avait abandonné l'université après seulement un semestre. Je ne m'y suis pas attardé. Le passé était le passé, et j'avais appris à ne pas le laisser me tirer en arrière. Jusqu'au jour où le passé a frappé à ma porte. Un après-midi de fin d'automne, alors que j'étudiais pour les examens de mi-session à la bibliothèque de l'université, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu de l'Ohio. J'ai hésité mais j'ai répondu. La voix de Suzanne est passée, faible et tremblante, dépourvue de l'arrogance qu'elle portait autrefois. « Dorian, c'est Suzanne », a-t-elle dit, sa voix vacillant. « Je sais que tu es occupé, mais je dois te parler de la famille. » J'ai serré le téléphone, un frisson me parcourant le dos. « Famille ?» Le mot semblait étranger venant d'elle. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, mon ton plus froid que je ne le voulais. « Nous avons des ennuis, Dorian. De vrais ennuis. J'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider. » Je suis resté silencieux, la laissant continuer. Suzanne s'est lancée dans une longue histoire, sa voix un mélange de désespoir et de tentative de s'accrocher à sa dignité. Après que grand-père ait coupé tout soutien financier, mon père, Gregory, a perdu son revenu stable. Il avait été licencié, incapable de se concentrer au milieu des troubles familiaux. Suzanne ne pouvait pas trouver de travail, n'ayant jamais occupé d'emploi depuis son mariage avec mon père. Ils avaient vendu la plupart de leurs biens pour payer leurs dettes, mais ce n'était pas suffisant. La maison de Hollow Creek, bien que transférée à moi et vendue plus tard, n'était plus leur lieu de vie. Ils avaient déménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, que Suzanne décrivait comme exigu et indigne de notre famille. Et Ben. Suzanne a fait une pause, sa voix s'étranglant. Ben a du mal, Dorian. Il travaille dans un fast-food, mais il n'est pas habitué. Il ne sait pas comment gérer des choses comme ça. Il a besoin d'aide. J'ai laissé échapper un rire, non pas par amusement, mais par ironie. Ben, le petit frère gâté qui était autrefois traité comme un roi, devait maintenant travailler pour survivre. Ben, qui avait une voiture neuve, une chambre pleine de jouets, et qui n'avait jamais à se soucier de l'argent, luttait maintenant dans un travail que j'avais fait depuis mes 18 ans. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction fugace, mais il a été rapidement remplacé par un vide. « Suzanne » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « Tu m'appelles pour de l'aide après tout ce qui s'est passé. Après que papa a pris ma maison, après que tu as dit que je ne la méritais pas. Tu penses que j'oublierai les années où j'ai été traité comme un étranger, comme un fardeau ?» Suzanne est restée silencieuse un instant, puis a parlé, sa voix presque un murmure. « Dorian, je sais que nous avons eu tort, mais nous sommes une famille. Ben est ton frère. Tu ne peux pas tourner le dos à ta famille. » « Famille » ai-je répété, ma voix empreinte d'amertume. « Toi et papa ne m'avez jamais traité comme une famille.
Vous avez dit que je n'étais pas digne. Papa a pris non seulement la maison, mais l'argent que grand-père a envoyé pour mes études, pour ma vie. Et maintenant, tu veux que j'aide Ben, celui qui a toujours été favorisé par rapport à moi. Non, Suzanne. Laisse Ben apprendre à se débrouiller seul comme j'ai dû le faire. Laisse ta famille s'en sortir. Je ne vous dois rien. J'ai raccroché, mes mains serrant toujours le téléphone, mon cœur battant la chamade. Les paroles de Suzanne résonnaient dans mon esprit. Famille. Ben a besoin d'aide. Mais ces mots n'avaient plus le pouvoir de m'influencer. Pas après tout ce qu'ils avaient fait. Au cours des 2 dernières années, je n'avais pas eu de nouvelles directes de mon père, de Suzanne ou de Ben. Des bribes de ragots de l'Ohio me parvenaient par d'anciennes connaissances, mais je ne les ai pas recherchées. J'étais occupé par ma nouvelle vie à Chicago, mes cours, mes projets à l'entreprise de grand-père, et mes soirées passées à discuter avec Emma, mon amie de plus en plus proche. Mais ces rumeurs, bien que j'ai essayé de les ignorer, se sont insinuées comme des rafales froides du passé. Mon père, Grégory, avait autrefois été un homme confiant, maintenant toujours une présence calme et autoritaire dans la famille. Il travaillait à la compagnie d'assurance avec un salaire qui assurait un style de vie confortable à Suzanne et Ben. Mais après cette nuit de Noël il y a 2 ans, lorsque grand-père a coupé tout soutien financier, tout a commencé à s'effondrer. Son entreprise a été confrontée à des difficultés de marché et lui, distrait par les tensions familiales, n'a pas pu conserver son poste de direction. Il a été licencié 6 mois après l'incident et n'a pas trouvé de travail stable depuis. Les économies qu'il avait accumulées grâce à l'argent de grand-père, de l'argent qui m'était destiné, avaient été dilapidées en produits de luxe. Une nouvelle voiture pour Ben, des vacances en famille et des fêtes pour maintenir les apparences auprès des voisins. Lorsque l'argent de grand-père a cessé d'arriver, ils n'ont plus pu maintenir ce style de vie. Suzanne, autrefois fière d'être la parfaite femme au foyer, ne pouvait pas s'adapter à gagner sa vie. Elle n'avait jamais travaillé, n'en avait jamais eu besoin. Ses compétences se limitaient à organiser des fêtes et à faire du shopping. Lorsque la famille a dû déménager de la maison de Hollow Creek, la maison que j'ai vendue pour investir dans mon avenir, ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville, que Suzanne qualifiait d'« indigne ». L'appartement était exigu et délabré, avec des murs tachés et une plomberie qui fuyait, un contraste douloureux avec la luxueuse maison qu'ils appelaient autrefois leur foyer. Ils ont vendu la voiture de Ben, sa collection de jouets coûteux, et même les bijoux précieux de Suzanne. Mais les dettes continuaient de s'accumuler, des prêts hypothécaires aux factures impayées. Ben, le frère autrefois salué comme l'avenir de la famille Marston, a abandonné l'université après un semestre. Habitué à être choyé, il ne pouvait pas supporter la pression des études ou des responsabilités. Au lieu de poursuivre ses études, Ben a pris un emploi dans un fast-food en ville. Mais ce travail, debout derrière un comptoir, traitant avec des clients exigeants et travaillant de longues heures, était quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Ben, qui se moquait autrefois de moi pour avoir fait un travail similaire, était maintenant confronté à la réalité qu'il manquait de compétences ou de patience pour réussir dans un tel environnement. Ses collègues se plaignaient qu'il était lent, peu concentré et sujet aux erreurs. Il a été licencié après 3 mois et depuis lors, il est passé d'un emploi à l'autre, ne durant jamais longtemps. J'ai appris ces détails non pas parce que je les ai recherchés, mais par des chuchotements d'anciennes connaissances dans l'Ohio. Quelques amis de grand-père, toujours en contact avec lui, ont partagé l'histoire de la chute de la famille de Grégory comme une histoire édifiante. Ils ont dit que Suzanne essayait maintenant de vendre des produits en ligne sans succès. Mon père travaillait à temps partiel dans un garage de réparation automobile, mais les revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais de subsistance. Ils vivaient dans la précarité, et pour la première fois, ils étaient confrontés à la réalité que j'avais connue depuis l'enfance, la rareté et la lutte pour survivre. 1 mois après l'appel de Suzanne, j'ai reçu une autre lettre de mon père. Ce n'était pas des excuses comme la dernière fois, mais un appel à l'aide. Il a écrit que la famille était au bord de la faillite. L'appartement qu'il louait était maintenant menacé d'expulsion pour loyers impayés. Ben, après avoir été licencié de son 3e emploi, avait renoncé à trouver un travail stable et avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes, buvant et causant des problèmes en ville. Mon père a écrit qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner, que j'étais leur dernier espoir. Il a utilisé le mot « famille » à plusieurs reprises, comme s'il pouvait éveiller un certain sens du devoir en moi. J'ai lu la lettre dans ma chambre du manoir de grand-père, assis sur le lit king size auquel je n'étais toujours pas entièrement habitué.
Chaque mot ressemblait à un couteau rouvrant de vieilles blessures. Je me suis souvenu des années où j'ai été mis à l'écart, qualifié d'indigne, comparé à Ben comme un rappel que je n'étais jamais assez bon. Je me suis souvenu des nuits passées sur le lit grinçant du grenier, me demandant pourquoi je n'étais pas aimé. Et je me suis souvenu de cette nuit de Noël où j'ai appris que tout ce que j'avais désiré, une maison, une opportunité, avait été volé par mon père et Suzanne. J'ai appelé grand-père et je lui ai parlé de la lettre. Il a écouté, ses yeux s'assombrissant comme il l'avait fait cette nuit de Noël il y a 2 ans. « Que allez-vous faire » a-t-il demandé, sa voix stable, mais sans pression. Il a toujours respecté mes décisions, bien que je sache qu'il était toujours furieux de ce que Grégory avait fait. « Je ne vais pas les aider, ai-je dit, ma voix ferme. Ils ont eu leur chance. Ben avait tout ce que je n'avais pas. Une voiture, une belle chambre, l'amour de nos parents. S'il doit travailler pour survivre maintenant, c'est une leçon qu'il doit apprendre. Je me suis sorti de rien. Je ne leur dois rien. Grand-père a hoché la tête, sans rien dire de plus. Mais je savais qu'il approuvait ma décision. Il avait autrefois voulu poursuivre Grégory en justice pour obtenir justice pour moi, mais j'avais choisi de laisser le passé derrière moi, et maintenant je choisissais de ne pas le laisser me tirer en arrière. Pendant que la famille de Grégory luttait dans l'Ohio, j'ai poursuivi mon chemin à Chicago. J'ai réussi mes examens de mi-session, et Emma, mon amie proche, a organisé une petite fête pour célébrer. Elle était devenue une partie essentielle de ma vie, non seulement pour son sourire radieux, mais pour la façon dont elle me faisait sentir que j'étais suffisant. J'ai pris plus de travail à l'entreprise de grand-père, gérant des projets plus importants et même dirigeant un petit chantier de construction dans la banlieue de Chicago. Chaque étape était la preuve que je n'avais pas besoin de la validation de mon père ou de Suzanne pour réussir. J'ai aussi commencé à écrire un livre, non pas pour raconter mon histoire, mais pour documenter les leçons que j'avais apprises sur la résilience, la recherche de l'estime de soi et le dépassement des cicatrices du passé. Je ne savais pas s'il serait un jour publié, mais l'écrire était une façon de guérir, de transformer la douleur en force. Un jour d'hiver, alors que je traversais le centre-ville de Chicago, j'ai vu Ben de manière inattendue. Il se tenait au coin d'une rue, vêtu d'une fine veste, le visage décharné et les yeux enfoncés. Je me suis arrêté, ne sachant pas si je devais l'approcher, mais il m'a vu le premier, et ses yeux se sont illuminés d'une lueur d'espoir. « Dorian » a-t-il appelé, la voix rauque. « Comment vas-tu » J'ai hoché la tête, gardant mes distances. « Ça va, Ben. Et toi » Il a esquissé un faible sourire. Ce n'était plus le garçon arrogant que je connaissais. « Pas terrible » a-t-il admis. « Les choses ne sont plus comme avant. Peux-tu m'aider ? Juste un peu. Je n'ai personne d'autre. » Je l'ai regardé, me souvenant des fois où il était favorisé, des fois où j'étais mis à l'écart. « Ben » ai-je dit, ma voix calme mais inflexible. J'ai dû me débrouiller seul quand personne ne m'a aidé. Tu le peux aussi. Trouve un travail. Apprends à prendre tes responsabilités. Ne compte pas sur moi pour réparer ce que ta famille a fait de mal. Je me suis retourné et je suis reparti, continuant mon chemin dans les rues enneigées de Chicago. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je m'étais choisi.